J'ai beaucoup aimé la manière dont My Little Paris, que je remercie d'ailleurs pour commencer d'avoir organisé tout ça, a écrit cette magnifique phrase que Elsa et moi, on allait faire un ping-pong poétique et pragmatique entre littérature et conseils pratiques. Parce que quelque part, les poètes et les philosophes et les auteurs ont essayé depuis des siècles de mettre en mots ce que nous vivons, ce que nous ressentons et ce que nous n'arrivons pas toujours à exprimer. Et donc je me suis dit, c'est un plaisir pour moi d'ajouter un autre vocabulaire, qui est ce vocabulaire magnifique qu'ont parfois les poètes et les auteurs. On va partager la soirée pendant une petite heure, on va parler ensemble, on va discuter ensemble tous, et puis après, moi, je vous laisse me poser toutes les questions que vous avez en tête depuis longtemps. Et que vous avez, un jour, je vais trouver à qui poser cette question. Voilà, me voilà, je les prends toutes. Et on va parler de l'amour qui dure. J'ose imaginer un monde dans lequel nous pouvons vivre nos relations avec un sentiment d'abord de se sentir vivant, justement, avec une vitalité, parce que je pense que quand notre couple, nos relations au pluriel ou au singulier vont bien, il n'y a rien de plus qu'un attachement ou un lien avec quelqu'un d'autre pour nous donner un sentiment d'appartenance, de bienveillance, d'identité, de continuité, de sens. Et c'est pour ça que j'ai toujours pensé que finalement, c'est la qualité de nos relations qui détermine la qualité de notre vie. Et voilà sur quoi je travaille, c'est d'essayer, surtout aujourd'hui, d'accompagner les conversations par rapport aux relations, par rapport aux sentiments amoureux, parce que jamais ça n'a été plus compliqué. Pendant toute l'histoire, tout était décidé pour nous. Avec qui on va vivre, qu'est-ce qu'on va faire, dans quelle religion on va grandir, combien d'enfants on va avoir, parce qu'on n'a pas le choix. Tout aujourd'hui est matière à négociation. Toutes les grandes décisions, c'est nous qui devons les prendre. Ça veut dire que ce n'est pas clair la carrière de qui est importante, ce n'est pas clair qui va se lever pour nourrir le bébé, ce n'est pas clair qui a le droit de demander l'intimité sexuelle, ce n'est pas clair qui va payer pour le restaurant, et ce n'est plus si simple de dire « fais tes devoirs ». Ça prend 10 minutes. Ou on va voir grand-mère, ce n'est pas suffisant de dire on va voir grand-mère parce que c'est dimanche. Non, on va voir grand-mère parce que grand-mère, elle aime te voir et ça lui donne beaucoup de plaisir quand tu viens. Il faut avoir des narratifs d'empathie pour motiver. Hein? Tout se négocie aujourd'hui. Il y avait des règles, il y avait des structures, il y avait des rôles bien fixes. Et aujourd'hui, il y a du choix. Il y a plus de choix qu'on n'a jamais voulu, avec plus d'incertitudes et plus de doutes de soi qu'on n'a jamais connus. Parce que pour pouvoir savoir ce qu'on aime, ce qu'on veut, ce qui nous rend heureux, et si ça nous rend assez heureux ou si on peut être encore plus heureux, tout ça devient très compliqué. Donc on a décidé en fait, de commencer avec un texte qui, pour moi, encadre bien une de mes visions du couple et de la relation amoureuse. Alors Mitra reprit la parole et demanda « Qu'en est-il du mariage, maître ?» Et il répondit « Ensemble vous êtes nés, et ensemble vous vivrez à jamais, et ensemble vous resterez, lorsque les ailes blanches de la mort sèmeront vos jours à la volée. Et toujours ensemble vous demeurerez, même dans la mémoire silencieuse de Dieu. Mais sur votre chemin commun, créez des espaces, laissez-y danser les vents du firmament. Aimez-vous l'un l'autre, mais ne faites pas de l'amour une alliance qui vous enchaîne l'un à l'autre. Que l'amour soit plutôt une mer qui se laisse bercer entre vos âmes de mirage, de rivage en rivage. Emplissez chacun la coupe de l'autre, mais ne buvez pas à une seule et même coupe. Partagez votre pain, mais du même morceau ne mangez point. Dans la joie, chantez, dansez ensemble, mais que chacun de vous soit seul, comme chacune des colonnes du temple est seule, lorsqu'elles frémissent, lorsque chaque corde du luth est seule, lorsqu'elles frémissent toutes sur la même mélodie. Offrez l'un à l'autre tout votre cœur, mais sans en devenir le possesseur, car seule la main de la vie peut contenir vos cœurs. Dressez-vous côte à côte, mais pas trop près, car les piliers qui soutiennent le temple se dressent séparés, et le chêne ne s'élève point dans l'ombre du cyprès. Kaïl Gibran, le prophète.
faut laisser la parole au poète. On va d'abord demander un petit peu qui est là. Et après, on va parler de ce texte magnifique. Est-ce que ceux qui sont en relation, pour l'instant, une ou plusieurs d'ailleurs, est-ce que vous pouvez lever la main un instant, que je vois? Voilà. C'est des vrais actifs. Et ceux qui aimeraient être en relation, est-ce que vous pouvez lever la main? Et ceux qui aimeraient être hors de la relation dans laquelle ils ou elles sont, au moins de temps en temps. Soyons honnêtes quand même. Et est-ce que vous pouvez lever la main si vous êtes de ceux qui, quand vous recevez un SMS aujourd'hui, ne savent pas vraiment toujours déchiffrer clairement les règles de l'enjeu? Est-ce que c'est un message d'amour, un message de désir ou de la simple paresse? Ok, donc on vit tous sur la même longueur d'onde. Pourquoi est-ce que ce poème me parle tellement? Parce que tout mon premier livre, en fait, sur l'intelligence érotique, essaye de cadrer ce dualisme entre lien et liberté, entre autonomie et connexion, entre engagement et indépendance, entre sécurité et aventure, entre amour et désir. Et le fait que du moment qu'on est, on est immédiatement confronté à cette dualité. Deux types de besoins humains qui sont fondamentaux et qui nous poussent et qui nous prennent dans des directions différentes. Ça, comblé avec le fait qu'on n'a jamais attendu autant de la relation amoureuse que ce qu'on attend aujourd'hui. On attend en fait d'une personne qu'elle nous donne ce que nous donnait avant tout un village. C'est-à-dire, on va avoir tout ce qu'on a toujours voulu, qui c'est peut-être un soutien économique, certainement un partenaire ou une partenaire, un compagnon, peut-être des enfants, le statut social, le cadre de la vie amoureuse. Mais en plus, je voudrais que tu sois mon meilleur ami, que tu sois mon confident, que tu sois mon amant appassionné, que tu aies une compatibilité intellectuelle, que tu m'aides à devenir la meilleure version de moi-même. Donc, on a créé un nouvel Olympe et on grimpe sur cet Olympe. Et comme toute montagne, la vue est très belle en haut, au sommet, mais il n'y en a pas beaucoup qui arrivent jusque-là. Donc, ceux qui montent et ceux qui arrivent au sommet sont souvent bien plus épanouis que tous les couples de l'histoire, sauf les couples passionnels, mais ils ont toujours été tragiques. Et les autres, quelque part, restent à mi-chemin et se demandent qu'est-ce que je peux faire de mieux, comment est-ce que je peux gérer cet amour autrement. Il y a aussi le fait que dans cet idéal romantique qu'on a aujourd'hui, on vient chacun avec une histoire. Moi, j'appelle ça la dot relationnelle. L'histoire. Chacun d'entre nous a reçu des messages. Est-ce que les relations étaient importantes pour nous? Est-ce qu'on nous a dit qu'une relation, c'est important? Les amis, la famille, les maîtres, les professeurs, les parents, que les relations, c'est important, qu'on se cadre autour de ça. Ou est-ce qu'on nous a dit, non, il faut compter sur soi-même, tu as tes deux jambes, tu marches sur tes deux jambes, et quand tu as un problème, tu le règles tout seul. Est-ce qu'au bout du compte, on a conçu une vision du monde dans laquelle on se dit, il y a toujours quelqu'un pour m'aider? Ou est-ce que finalement, on a une vision du monde dans laquelle on vit, on dit, je suis finalement toujours seul. Et les autres seront là, mais au bout du compte, je suis seul. Et chacun d'entre vous ici a cette vision ontologique, dans un sens ou dans l'autre. Quels sont les messages qu'on vous a donnés sur la confiance? On peut avoir confiance dans les gens, ou est-ce qu'il vaut mieux toujours se méfier? Est-ce qu'on peut se livrer, ou est-ce qu'il vaut mieux garder des choses près de soi? Est-ce qu'il y a moyen d'être heureux dans un couple, ou est-ce qu'en fait un couple c'est plutôt un devoir, une obligation, une prison, parfois même dans laquelle on souffre, parfois en silence et parfois moins en silence. Et chacun ici a une histoire familiale avec tous ces messages et toutes ces expériences. Et c'est avec cette dot-là qu'on arrive à notre vie amoureuse d'adulte. Alors, il s'est passé plein de choses dans l'histoire. Il y a plein de changements.
Mais je voudrais d'abord donner la parole à Paul Éluard pour que lui parle d'abord de la pureté du sentiment et après on parlera de la sociologie de l'amour. Je t'aime pour toutes les femmes que je n'ai pas connues. Je t'aime pour tous les temps où je n'ai pas vécu, pour l'odeur du grand large et l'odeur du pain chaud, pour la neige qui fond, pour les premières fleurs, pour les animaux purs que l'homme n'effraie pas. Je t'aime pour aimer. Je t'aime pour toutes les femmes que je n'aime pas. Qui me reflète sinon toi-même? Je me vois si peu. Sans toi, je ne vois rien qu'une étendue déserte. Entre aujourd'hui et autrefois, il y a eu toutes ces morts que j'ai franchies sur de la paille. Je n'ai pas pu percer le mur de mon miroir. Il m'a fallu apprendre, mot par mot, la vie, comme on oublie. Je t'aime pour ta sagesse, qui n'est pas la mienne, pour la santé. Je t'aime contre tout ce qui n'est qu'illusion, pour ce cœur immortel que je ne détiens pas. Tu crois être le doute, et tu n'es que raison. Tu es le grand soleil qui me monte à la tête quand je suis sûre de moi. Paul Éluard. Dans toutes les histoires que vous avez reçues, dans tous les messages, dans tous les narratifs et dans les expériences que vous avez vécues, en fait, on pourrait presque faire un continuum entre pas assez et trop. Il y en a d'entre nous qui avons grandi avec pas assez d'attention, pas assez d'amour, pas assez d'affection, pas assez de tendresse, pas assez de soutien, de l'indifférence, de la négligence. Et il y en a d'entre nous qui avons grandi avec trop d'attention, mais une attention qui n'était pas saine, trop d'invasion, trop de suffocation, étouffement, trop d'étouffement, trop. Et quelque part, quand on regarde en fait nos ressources, nos forces et nos faiblesses amoureuses, elles peuvent souvent être mesurées par le trop et par le pas assez. En fait, vous allez probablement remarquer que dans beaucoup de couples, il y a souvent une personne qui a plutôt peur de perdre l'autre, qui a plutôt peur de l'abandon et du rejet, et une personne qui a plutôt peur de se perdre soi-même, qui a plutôt peur d'étouffer. Et souvent, effectivement, ces deux personnes, elles se retrouvent dans la même relation. Au départ, et voilà, une des grandes vérités de l'amour, c'est que tout ce qui nous attire au départ parce que c'est différent deviendra la source du conflit plus tard parce que c'est différent. Voilà une vérité que vous pouvez tout de suite empocher. Mais il s'est passé beaucoup de choses qui ont changé. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise aujourd'hui un vocabulaire qui est le même qu'on utilise depuis longtemps. Mais le sens des mots ont entièrement changé. Alors, d'abord, relation amoureuse, l'amour a toujours existé, mais on n'a pas essayé de le vivre à l'intérieur même de la famille, d'un couple de longue durée, avec des enfants, des chéquiers et toutes sortes d'autres obligations. On n'a jamais vraiment essayé d'intégrer intimité amoureuse, relationnelle, sexuelle, ou passion même, et vie quotidienne. Avant, les deux étaient des mondes séparés. D'ailleurs, pendant longtemps, le monde de l'infidélité était le monde de l'amour. C'est là qu'on allait chercher ce que le couple de longue durée, l'engagement, mariage ou autre, n'était pas censé nous donner. D'ailleurs, c'est très simple. Si avant, on trompait parce que le couple n'était pas censé nous donner cette passion, aujourd'hui, on va ailleurs parce que le couple ne donne pas la passion qu'il a promis. Ça, c'est déjà un changement. Un autre changement, c'est qu'avant, on avait des relations sexuelles à l'intérieur du couple, principalement dans une sorte d'économie de production. Il fallait avoir 8 enfants, dans lesquels on en avait 12 avant, certains ne restaient pas, et chaque enfant était une main pour travailler la terre. Aujourd'hui, après 1 ou 2, ou pas du tout, ou 3 peut-être, on a une intimité sexuelle avec quelqu'un uniquement pour la connexion et pour le plaisir. Ça, c'est une économie de service. On n'est plus dans la production. C'est la même chose que dans l'économie en général. Mais ça demande une toute autre programmation, ça demande un tout autre vocabulaire. Comment est-ce qu'on maintient ce désir? Comment est-ce qu'on veut ce qu'on a déjà? Etc., etc.
Ensuite, intimité, pendant toute l'histoire, ça voulait dire on travaille la terre ensemble, on affronte les climats, les sécheresses et les orages, on élève notre famille, mais pas du tout. L'intimité, comme j'aime bien dire en anglais, c'est intimacy, c'est into me see. Et ça veut dire que je ne viens pas vers toi avec mon troupeau, mais je viens vers toi avec ma vie intérieure. Et maintenant, je vais te parler, je vais me dévoiler, je vais m'ouvrir à toi. Et toi, tu vas m'écouter, et tu vas me valoriser. Et surtout, ne pas faire ça pendant que je te parle. Hein? Je veux des contacts. Hein? Et je veux surtout savoir qu'avec toi, je vais pouvoir transcender cette existence, cette solitude existentielle. Ça, c'est une toute nouvelle intimité. Et elle ne fait qu'augmenter. Plus on est dans une société qui se fracture ou qui est atomisée, et plus l'idéal romantique fait qu'avec toi, je ne vais plus me sentir ni seule, ni ennuyée, ni vide, ni inintéressante, rien. Tu vas tout faire. J'ai fait un interview pour le New York il y a 2 jours sur les vœux que les gens disent au mariage. Enfin, en Amérique, ils disent beaucoup des vœux. Ils aiment se marier, surtout en Amérique. Et ils se marient souvent. Et ils se divorcent, ils se remarient, ils aiment se marier. Et je suis allée pendant toute une saison comme ça à des mariages et les vœux devenaient mais de plus en plus utopiques, irréalistes, extraordinaires. Raconte-moi ce que tu as fait, ce que tu as raconté. Oui, c'était toutes les larmes qui vont te couler du visage, je vais les sécher, enfin bref, je vais être ton prof, je vais être ton professeur, ton mentor, ton thérapeute, ton amoureux, tous les rôles, quoi. Hein, c'est du polyamour redéfini. Et je me suis dit, mais peut-être un vrai vœu, un truc plus réaliste, ce serait de dire régulièrement, je vais faire des conneries et de temps en temps, je vais même le dire et assumer la responsabilité pour ce que j'ai fait. Et il m'arrivera une fois de temps en temps aussi de m'excuser. Ça, c'est réaliste. Voilà la vie amoureuse. Et donc, il y a parce que souvent, on a l'impression que l'idéal est en train de s'effriter, mais en fait, moi, je crois que l'idéal est encore plus fort, parce qu'on a une vie nomade et une vie nomade, relationnelle et sexuelle nomade pendant tant d'années avant même de choisir quelqu'un, que quand on choisit cette personne, ça devient la personne. Et la personne, on l'appelle l'âme sœur aujourd'hui, le ou la. Eh bien, le soulmate, comme on dit chez nous, le soulmate, pendant toute l'histoire, c'était Dieu. Ce n'est pas une personne. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on attend dans une relation amoureuse ce qu'on cherchait avant dans la perfection du monde divin. La transcendance, le sens, l'extase, la joie, toutes ces choses n'ont jamais vraiment fait partie juste d'une personne qui va nous donner tout ça. Donc, après avoir bien gonflé tout, on va redevenir réaliste ensemble. Mais cette notion de mélanger le spirituel avec le relationnel, plus on vit dans un monde qui est laïque, et plus l'idéal romantique devient presque religieux. C'est la nouvelle religion. Ça, c'est une des choses qui me frappe très souvent. Monogamie. Alors, monogamie, pendant toute l'histoire, ça a été une personne pour la vie. Et aujourd'hui, la monogamie, c'est une personne à la fois. Et donc, il y en a plein d'entre vous qui disent « Moi, je suis monogame dans toutes mes relations, au pluriel. » Non, mais est-ce que vous vous imaginez dire ça à votre grand-mère ? C'est phénoménal. On dit des choses comme si c'était évident, mais elles n'ont jamais été évidentes. Avant, il fallait se marier pour avoir des relations sexuelles pour la première fois, en général. Aujourd'hui, quand on se met en couple avec quelqu'un, c'est pour arrêter de faire l'amour avec les autres. Ça aussi, c'est phénoménal. Tous ces changements, c'est la sociologie, pour moi, de où vit cette vie amoureuse. Pas grave, c'est pas grave, ça peut partir. Et je crois en plus qu'il y a encore une chose qui ajoute à ça, et ça c'est le grand défi, je crois aussi, de la vie amoureuse, c'est que quand je dis avant, c'est pas si longtemps, hein. Je veux dire, tout ça commence basically avec la démocratisation de la contraception qui permet aux femmes d'aller travailler et qui ensuite change toute la structure. Donc tout ça, c'est encore bien dont je me souviens, c'est pas qu'on me l'a raconté. Puis après, vous pouvez calculer. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait
un engagement. L'engagement était fait, il avait une sorte de valeur morale aussi. Et aujourd'hui, on a remplacé cet engagement, de commitment, comme on dit, avec un nouveau régime qui est le régime de la vérité personnelle, de l'authenticité. Et donc, pour ça, il faut que je sache vraiment bien me connaître, que j'ai une vraie conscience de moi, que je sache ce que je ressens. Et si ce que je ressens est vraiment ce que je ressens, et si ce que je ressens est intense, si les questions que je me pose, est-ce que je l'aime? Est-ce que je l'aime assez que pour pouvoir m'engager avec lui ou avec elle? Est-ce que c'est juste du désir ou est-ce qu'il y a aussi de l'amour? Et est-ce que ce désir, il est sain ou est-ce qu'il est narcissique? Je l'aime, mais je ne suis plus amoureux ou amoureuse. Si je l'aimais, je n'aurais pas cette incertitude. Il y aurait une certitude absolue. Et à quel moment est-ce que je sais que j'ai trouvé la bonne personne? Et quand est-ce que je sais qu'il faut arrêter et qu'il est temps de partir? Alors, ce qui est fantastique de cette recherche de la bonne personne, c'est qu'on a cet idéal phénoménal et en plus, on cherche cette personne sur une appli. Ça, c'est la consommation de romantic consumerism sur l'appli. Et comme, 1000 fois comme ça, hein, avec plein de faux mots, on m'a dit que le mot FOMO n'existe pas encore ici. Vous savez ce que c'est FOMO? Fear of Missed Opportunity. Il faut intégrer ça, il faut traduire. Parce que ça veut dire que je ne peux jamais vraiment trop m'engager, parce que si je m'engage trop ici, je risque de rater quelque chose là-bas. Donc, je me mets dans une situation de stabilité ambiguë. Juste assez pour ne pas être seule, mais pas trop pour perdre ma liberté. Il y en a déjà qui d'entre vous qui ont été dans une relation avec quelqu'un comme ça, ou qui ont été cette personne? Je sais. Vous êtes dans la salle, l'un ou l'autre. Et quand je vais trouver enfin la personne, là, quel est le nouveau rituel? Je vais pouvoir enfin effacer mon appli. Voilà le nouveau rituel d'engagement. C'est pas la bague, c'est rien de tout ça, c'est j'efface. Et quand on découvre que l'autre n'a pas effacé, hein? Et tout ça, avec encore une chose, c'est qu'on n'a jamais autant menti de sa vie. Sur les réseaux, on ment. On raconte n'importe quoi, on présente une vie fantastique. Ce n'est pas Trump qui a inventé le fake news, il y en a encore. Et on se présente, et on a une façon de se présenter qui évidemment fait penser aux autres qu'eux, ils sont rien. Les autres, toi, tu sembles avoir une vie formidable. On n'a encore jamais vu quelqu'un qui donnait une gifle à son enfant sur Instagram. Hein? Non, tout le monde est heureux avec un énorme sourire. Et ce fake news, il fait que on ne connaît plus la vérité de ce qui se passe chez les autres. On ne connaît plus la vérité. Au village, on savait tout ce qui se passait. D'ailleurs, les murs avaient des trous et on entendait toutes les disputes et toutes les réconciliations. Là, on ne sait plus rien. Et c'est pour ça que j'ai commencé ce podcast qui s'appelle « Where should we begin ?», où j'ai voulu en fait recréer un village virtuel et donner la possibilité aux gens de savoir qu'est-ce qui se passe vraiment dans la vie amoureuse des gens. Quels sont les défis? Quelles sont les peurs? Quels sont les conflits? Quels sont les côtés sombres? Quelles sont toutes les émotions qu'on va explorer ensemble tout de suite? Mais je vais vous faire écouter juste un petit passage parce que c'est pour juste vous donner une idée, en fait. Parce que quand on écoute très, très attentivement à ce qui se passe chez l'autre, souvent, on se regarde devant son propre miroir. Et ici, c'est un couple, il a 4 enfants. Il se fait que sa femme s'est suicidée. Il a trouvé une nouvelle compagne et finalement, il est tout le temps dans le pratique, il est dans le planning. Et il essaye de comprendre qu'est-ce que c'est que d'avoir un langage érotique, qu'est-ce que c'est que et c'est quoi un langage érotique, qu'est-ce que l'intelligence érotique vraiment. Et elle, qui a eu une histoire assez difficile, assez traumatisante, avec pas mal d'abus, a toujours cru ma seule liberté, c'est la vie intérieure. Ça, on ne me l'a pas prise. Et un jour, je trouverai une personne avec qui je voudrais la partager.
mais malheureusement, elle s'est retrouvée avec quelqu'un qui est tout le temps en train de regarder les vis qu'il faut revisser et les trous dans les murs et toutes sortes d'autres choses qui font qu'elle est de plus en plus seule avec lui. C'est difficile d'être seul quand on est seul, mais il n'y a pas pire solitude que quand on est à côté de quelqu'un avec qui on avait espéré ne pas l'être. Clip. I do have a tendency to get into a manage the project kind of a mindset. I'm sure that talking about logistics is not that romantic, right? Doesn't evoke the erotic when you're talking about logistics. So. But a conversation where someone is deeply focused on you and attentive and curious is erotic. You enter through the eyes. You enter through the curiosity. You enter into her universe. All of that is erotic. Want to say it in your own words? What you're asking from him. Actually, let me reframe that. What you're offering him. In my world, my inner world, there's no one else I would rather give that to than you. But I want you to desire that and not be intimidated, but to take me places that I haven't even allowed myself. I think that was the only thing I could protect my past experiences with abuse. I remember thinking, I can protect this part, and opening myself and saying, here I am, I'm open, you have everything, I'm not gonna withhold. And wanting to feel his desire and excitement to do that. Dans le sentiment amoureux, cette envie de vouloir partager avec une personne cette chose en soi qu'on n'a jamais partagée avec personne. C'est de ça qu'elle a vraiment envie. Et en même temps, on a pensé à un autre texte qui décrit ce qui parfois fait que quand on perd cette attention, quand on perd cette présence, quand on devient complaisant, quand on devient paresseux, quand on est dans... On n'est pas attentif, en fait. Et que l'autre décide de prendre cette partie de lui-même ou d'elle-même et d'aller trouver quelqu'un d'autre avec qui le partager. Parfois, rien que le fait de voir ce qui se passe a une sorte d'effet paradoxal. Mon premier geste en m'éveillant, c'était de savoir, de le regarder, de saisir son sexe dressé par le sommeil et de rester ainsi, comme agrippé à une branche. Je pensais tant que je tiens cela, je ne suis pas perdue dans le monde. Si je réfléchis aujourd'hui à ce que cette phrase signifiait, il me semble que je voulais dire « Il n'y a rien d'autre à souhaiter que cela, avoir la main refermée sur le sexe de cet homme. » Maintenant, il est dans le lit d'une autre. Peut-être fait-elle le même geste, de tendre la main et de saisir le sexe. Pendant des mois, j'ai vu cette main et j'avais l'impression que c'était la mienne. C'est pourtant moi qui avais quitté William quelques mois auparavant, après une relation de 6 ans, autant par lassitude que par incapacité à échanger ma liberté, que j'avais regagnée après 18 ans de mariage, pour une vie commune qu'il désirait ardemment depuis le début. Alors on continuait à se téléphoner, on se revoyait de temps en temps. Il m'a appelé un soir, il m'a annoncé qu'il déménageait de son studio, qu'il allait vivre avec une femme. Il y aurait dorénavant des règles pour se téléphoner, seulement sur son portable, pour se rencontrer, mais jamais le soir, ni le week-end. À la sensation de débâcle qui m'a envahie, j'ai perçu qu'un élément nouveau avait surgi. À partir de ce moment-là, l'existence de cette autre femme a envahi la mienne. Je n'ai plus pensé qu'à travers elle. Cette femme remplissait ma tête, ma poitrine, mon ventre. Elle m'accompagnait partout, me dictait mes émotions. En même temps, cette présence ininterrompue me faisait vivre intensément.
Elle provoquait des mouvements en moi, des mouvements intérieurs que je n'avais jamais connus, déployait en moi une énergie, des ressources d'invention dont je ne me croyais pas capable, me maintenait dans une fiévreuse et constante activité. J'étais, au double sens du terme, occupée. L'occupation de Annie Ernaux. Parce qu'elle était devenue indifférente, elle était devenue complaisante, et elle a elle-même pensé qu'il n'y avait pas grand-chose à sauver. Et souvent, c'est dans ces moments-là, au moment où on peut perdre quelque chose, qu'on se rend compte de la valeur que ça porte pour nous. Et on commence à se battre pour ça. On n'en sait rien si lui répond ou ne répond pas. En tout cas, la personne, en étant plus lointaine, devient plus excitante. Ou en tout cas, plus urgente. C'est pas toujours excitant, mais c'est urgent. La panique et l'excitation, en fait, sont deux parties qui existent côte à côte dans le cerveau et ont les mêmes symptômes physiologiques. Quand on a peur et quand on est excité, on a les mêmes symptômes, que ce soit les mains qui transpirent, que ce soit la peau les épaules qui se lèvent, etc. Mais là, elle va se battre pour lui. Et on n'a pas toujours besoin de se battre pour l'autre, mais souvent il y a une sorte de fausse sécurité, de penser que l'autre sera toujours là, plutôt que de penser que l'autre est en location et de temps en temps on a une option pour renouveler le contrat. C'est pas la même chose. Mais je pense que c'est peut-être plus vrai. Moi, ce que je voudrais, c'est vous demander juste, est-ce que vous pouvez juste vous lever un moment si vous ne connaissez personne dans cette salle? S'il vous plaît. Ah, waouh, merveilleux. Alors, j'aimerais surtout que la personne qui est assise à côté de vous, quand vous vous rasseyez, s'introduise pour que vous ne repartiez pas sans ayant connu qui que ce soit dans cette salle. Prenez le moment pour le faire. Now. Parce que c'est pas évident, hein? C'est pas évident de venir seul pour parler de ses relations, de ses connexions, des connexions qui ont réussi, qui n'ont pas réussi, qu'on a cherché, qu'on n'a pas eu, etc. Donc, est-ce que vous pouvez vous lever si vous êtes né hors de la France, à l'étranger? Waouh! Voilà le monde moderne. On va vite, restez. Je vais juste avoir un petit aperçu. Donnez-moi quelques pays. Maroc, Italie, Australie, Colombie, Madagascar, Maroc, île Maurice, en haut, USA, Allemagne. Maintenant, écoutez-moi. Combien de ces personnes qui se sont levées vivent leur vie relationnelle amoureuse ou même font l'amour dans une langue qui leur est étrangère? Et si compagnon ou compagne il y a, et qu'elle est même ici, combien d'entre vous avez déjà une fois pensé à ce que ça représente que de faire l'amour dans une langue étrangère qui n'est pas la vôtre? Parce que quand on vit en traduction, c'est pas la même chose. Et quand on aime en traduction, c'est pas la même chose. Et chacun sait que les premiers mots qu'on apprend dans une langue étrangère, c'est soit les insultes, soit les mots d'amour. Merci. Et si vous pouvez vous lever, parce que vous avez déjà connu ce moment où vous essayez de changer qui vous êtes pour mieux to fit in, comme on dit, pour mieux s'adapter, non, pour mieux s'intégrer, mais seulement, mieux s'intégrer, c'est pas la même chose qu'avoir un sentiment d'appartenance. Hein? Levez-vous.
Hein? Et la raison pour laquelle je vous pose cette question, c'est parce que ça, c'est une des choses qu'on a tendance à faire et à croire qu'on est les seuls à faire. On n'en parle pas. Il y a des expériences qui sont collectives, qui sont de l'humanité, mais on les vit comme si elles sont entièrement privées et individuelles. Cette notion de devoir se changer pour s'adapter, pour s'intégrer, mais sans vraiment appartenir, dans le sens to belong. Hein? Et merci. Ah, et si vous pouviez vous lever, si vous avez déjà eu le cœur brisé. Il n'y a personne qui est assis. Minute. Maintenant, chacun de vous, s'il y a un nom qui vous revient tout de suite, mettez-le là. Et puis juste entre vous et cette personne, il y a peut-être une chose ou quelque chose que vous aimeriez lui dire, que vous ne lui avez jamais dit ou que vous attendiez de lui dire un jour. Mais chacun a un petit moment d'intimité imaginée, c'est même pas intimité, mais de rapport imaginé avec cette personne, où il y en a eu plus qu'une peut-être, mais une qui vous vient immédiatement à l'esprit. Est-ce que je peux juste entendre les noms? Juste les noms. Une chorale de gens qui ont fait mal aux autres. Allez-y. Allez-y tous ensemble. J'ai jamais fait ça avant, ça m'a l'air très bien. Par contre, restez debout si vous aussi vous avez brisé le cœur des autres et d'une manière que vous trouvez jusqu'à aujourd'hui assez dégueulasse. Et ce qui veut dire souvent qu'on a été des deux côtés. 1. Et que ce qu'on en veut aux autres, parfois on l'a fait nous-mêmes. 2. Et que quand on se demande si les autres ont pris leurs responsabilités par rapport à ce qu'ils nous ont fait, est-ce que nous aussi on a pris nos responsabilités par rapport aux autres? Et est-ce qu'il y a quelqu'un à qui nous aussi on devrait peut-être un jour écrire un petit mot? Juste pour dire, tu sais, je suis allée à ce spectacle, cette conférence, cette femme, elle a dit... Et j'ai pensé, et je me suis rendu compte, et j'ai voulu dire, on a plein de comptes à rendre. Et toute notre vie amoureuse, souvent, elle vit avec un inventaire de comptes à rendre, qu'on a fait et qu'on n'a pas fait. Vous pouvez vous asseoir. Ah oui, oui. Ça, c'est bien. Voilà. Encore une question d'honnêteté. Est-ce que vous avez déjà un jour eu une relation sexuelle qui était aussi peu satisfaisante, mais vous avez continué et vous n'avez rien dit et rien fait? Levez-vous. C'est génial. Et là, il y a plein de versions différentes. OK? Il y a plein de versions différentes. Mais la première que j'aimerais quand même aussi, parce que là je regarde, c'est que c'est pas juste une expérience de femme. Or, je pense que souvent il y a un biais et on pense que c'est plus un vécu de femme avec une sorte d'idée que lui, il prend ce qu'il veut, il prend quand il veut, comme il veut, c'est toujours bon, etc., etc. Et puis, il y a des relations entre femmes. Et ça aussi, ça peut se passer de la même manière. Mais c'est d'aider, pourquoi est-ce que j'ai rien dit et pourquoi est-ce que j'ai rien fait? Ça, c'est important. Parce que c'est une question qui nous suit toute notre vie dans toutes nos relations amoureuses.
Est-ce que je dis ce que je pense? Est-ce que je demande ce que je veux? Ou est-ce que j'insinue? Ou est-ce que je réclame et je dis à l'autre ce qu'il a mal fait au lieu de dire ce que je veux vraiment parce que je suis dans la critique, dans le blâme, dans la défensive? Ça, ce sont toutes sortes... Derrière toute critique, il y a un vœu qui n'a pas été avoué, en fait. Mais au lieu de dire les vœux parce que c'est plus vulnérable et on est plus admu, on préfère dire ce que l'autre a mal fait. Et donc, dans ce cas-ci, c'est qu'est-ce que moi je n'ai pas dit? Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Qu'est-ce que j'aurais voulu dire? Est-ce que je pouvais dire quelque chose ou faire quelque chose ou est-ce qu'il n'y avait pas de possibilité non plus? On n'est pas toujours libre. Mais de quelle manière est-ce que je me suis protégée ou pas protégée? Ou est-ce que je me suis protégée par la suite? Parce que je n'ai plus jamais répété ça. Mais chacun de vous, dans votre historique amoureux, a cette expérience. À partir du moment où on a pu être libre, on a eu des mauvaises expériences. Et quand on n'était pas libre, on avait aussi des mauvaises expériences. Donc, de toute façon. Donc, j'ai encore une question quand même. Dites-moi, levez-vous. Si la dernière chose que vous caressez avant d'aller vous coucher, c'est votre téléphone, allez-y. Et la première chose que vous caressez le matin, c'est votre téléphone. Et tout cela pendant qu'il y a quelqu'un à côté de vous. Bon. Est-ce qu'il est nécessaire que je vous dise que ça ne rime à rien? Est-ce qu'on a tous pris conscience qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il faudrait que celui qui va inventer un nouveau réveil va faire une fortune? Parce que quand on dit ça aux gens, ils disent « mais c'est mon réveil ». Mais seulement ce réveil, c'est un gouffre. Parce qu'une fois qu'on l'a dans la main, on ne fait pas qu'éteindre, on commence à le regarder et on rentre et on rentre et on rentre. Et ce gouffre dans lequel on s'enlise, qui s'appelle ce téléphone, il a créé une sorte de nouvelle solitude dans les couples. Et cette nouvelle solitude, moi je l'appelle une sorte de perte ambiguë, ambiguous loss. Et c'est un terme qui a en fait été inventé par une collègue, Pauline Boss, mais elle parlait en fait des deuils qu'on ne pouvait pas accomplir. C'est-à-dire quand, par exemple, vous avez un parent qui a le Alzheimer, il est physiquement ou elle est physiquement encore présente, mais psychologiquement absente. Ou quand quelqu'un disparaît, cette personne est physiquement absente, mais psychologiquement présente. Et dans les deux cas, ce n'est pas clair. Est-ce qu'elle est là ou elle n'est pas là? Est-ce que je fais le deuil ou est-ce que je ne fais pas le deuil? Et aujourd'hui, quand on a quelqu'un à côté de nous qui est là, comme ça, on se retrouve dans cette même perte ambiguë, avec quelqu'un qui est physiquement présent, mais qui est émotionnellement et psychologiquement absent. Et souvent, c'est nous aussi qui sommes cette personne. Et cette nouvelle solitude, je crois qu'elle fait partie de la vie amoureuse qu'on a souvent aujourd'hui. Quand on a lu le texte de l'Occupation, que j'ai d'ailleurs découvert quand j'ai écrit le nouveau livre « Je t'aime, je te trompe », je n'avais pas du tout pensé au départ quand j'écrivais sur l'infidélité ou quand j'écrivais en fait sur le couple d'aujourd'hui, mais à travers le prisme de l'infidélité. Pourquoi est-ce que j'ai voulu utiliser l'infidélité? Parce que ça regroupe, tout le drame humain. L'amour, la passion, le rejet, le désir, la jalousie, la possessivité, la vengeance, le mensonge, le secret. Il faut aller à l'opéra d'habitude pour tout ça. Moi, je vois ça dans mon cabinet. Et je n'avais jamais pensé que j'aurais un chapitre entier sur la jalousie, sur cette rage érotique, et un autre chapitre sur la vengeance. Mais ça fait partie de la vie amoureuse. Ah, douleur, non encore éprouvée. À quel nouveau tourment je me suis réservée. Tout ce que j'ai souffert, mes craintes, mes transports, la fureur de mes feux, l'horreur de mes remords, et d'un cruel refus, l'insupportable injure, n'était qu'un faible essai du tourment que j'endure. Ils s'aiment. Par quel charme ont-ils trompé mes yeux? Comment se sont-ils vus? Depuis quand? Dans quel lieu? Tu le savais. Pourquoi me laissais-tu séduire?
de leur furtive ardeur. Ne pouvais-tu m'instruire? Les a-t-on vus souvent se parler, se chercher? Dans le fond des forêts allaient-ils se cacher? Hélas, ils se voyaient en pleine licence. Le ciel de leurs soupirs approuvait l'innocence. Ils suivaient sans remords leur penchant amoureux. Tous les jours se levaient clairs et sereins pour eux. Et moi, triste rebut de la nature entière, je me cachais au jour. Je fuyais la lumière. La mort est le seul Dieu que j'osais implorer. Ils s'aimeront toujours. Ils font 1000 serments de ne se point quitter. Non, je ne puis souffrir un bonheur qui m'outrage. Œnone, prends pitié de ma jalouse rage. Il faut perdre Aricie. Il faut de mon époux, contre un sang odieux, réveiller le courroux. Qu'il ne se borne pas à des peines légères. Le crime de la sœur passe celui des frères. Que vais-je faire? Où ma raison va-t-elle s'égarer? Moi, jalouse et taisée, est celui que j'implore. Pour qui? Quel est le cœur où prétendent mes vœux? Phèdre. Il n'y a pas de plus grande et de plus belle vengeance que d'être à nouveau heureux. Tant qu'on est dans la destruction de l'autre, on reste accroché. En fait, la haine, c'est une colle formidable, qui colle souvent plus que les autres sentiments qu'on peut avoir. Une des choses qui m'a le plus frappée quand j'ai essayé d'explorer ce thème de l'infidélité. Pourquoi? Parce que ça a toujours fait mal, mais ça fait encore plus mal aujourd'hui, parce qu'on attend plus. Et parce qu'on ne s'imagine pas que ça devrait se passer, puisqu'on a attendu 10 ans de plus que ce qu'on attendait il n'y a pas trop longtemps, et qu'on a enfin trouvé la personne, et qui n'a jamais été plus facile de tromper qu'aujourd'hui, mais qui n'a jamais été plus difficile de garder un secret qu'aujourd'hui. Merci les réseaux. Et qu'en plus, pas seulement qu'on dépend plus d'une personne pour notre vie intime, amoureuse, sexuelle, relationnelle, etc., mais en plus, un des grands changements qui a eu lieu au niveau de cette réconciliation de l'amour à l'intérieur de la vie quotidienne, etc., c'est qu'on veut être heureux. Avant, le bonheur, c'était pour l'après-vie. On souffrait bien sur Terre, et si on avait fait une bonne carrière après, on pouvait espérer mieux au paradis. Aujourd'hui, on veut le paradis sur Terre. Et ce n'est pas seulement parce qu'on a une possibilité d'être heureux, mais on a un mandat. On se doit d'être heureux. Et donc, il y a des nouvelles justifications. On n'a pas plus de désirs que nos grands-parents, mais on se sent certainement plus dans le droit d'exécuter nos désirs qu'avant. On se doit d'optimiser notre vie. On se doit d'avoir le meilleur job, on se doit d'avoir la meilleure relation, on doit être dans la perfection. Et on le justifie, mais même mes enfants voudraient que je sois heureux. Enfin bref, ça part dans tous les sens. Et quand j'ai commencé l'intelligence érotique, les gens venaient dans mon cabinet et me disaient « on s'aime, on ne fait plus l'amour depuis des années ». Et l'idée que d'office, la panne du désir était toujours un reflet d'une crise dans le couple n'était pas vrai. Ça a du sens, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup de gens qui continuent à s'aimer beaucoup éperdument, avec affection et tendresse, mais qui n'ont plus de désir l'un pour l'autre. Et ça, c'est très difficile à réconcilier. Parce que la notion était, si on remet le couple en place et qu'on ramène la communication, l'humour, le partage, etc., l'intimité, le désir va rejaillir de soi-même. Et ce n'est pas toujours le cas, parce que ça arrange les choses dans la cuisine, mais ça ne change pas grand-chose dans la chambre à coucher. Et la même chose était vraie pour l'infidélité. D'office, c'est un symptôme. Si on a tout ce qu'on cherche chez soi, on n'a aucun besoin d'aller voir ailleurs. Mais ce n'est pas nécessairement vrai. On a des identités sexuelles qui sont différentes, des besoins qui sont différents. On est souvent pris dans des rôles. Comme je dis souvent, quand on choisit un partenaire, on choisit une histoire. Mais de temps en temps, on se retrouve dans une pièce pour laquelle on n'a pas fait d'audition. Et on se dit, mais quel rôle je joue? Je ne veux pas ce rôle dans ma vie. Et donc, de plus en plus, j'écoutais ceux qui venaient dans le cabinet et qui me disaient
J'aime mon partenaire, j'aime ma copine, j'aime la personne avec qui je suis et j'ai une liaison. Et là, ça me demandait de bien écouter, d'écouter autrement. Je vous invite à écouter aussi avec moi. La première lettre que m'a envoyée Priya trahissait sa confusion et sa souffrance. La description faite de la plupart des couples désunis ne colle pas avec ma situation. Elle commence à dire ça. Colin et moi, on a une relation merveilleuse, on a 3 enfants formidables, on n'a aucun souci financier, on adore nos métiers, on a des amis. Lui, c'est un as dans son métier, c'est un amant attentif, un type carrément canon, sportif, généreux, enfin, incroyable. La totale. Voilà. Il n'y a pas à se plaindre. Pourtant, Priya a une liaison avec le garagiste. Bon, elle dit... Si vous préférez, ça peut être le jardinier. Il y en a d'autres. Elle dit, c'est pas mon genre, mais alors pas du tout mon genre, me confie-t-elle. Lorsque je la rencontre, il conduit une camionnette, il a des tatouages partout. Cette liaison me fait carrément cliché. J'ose même pas en parler, je peux pas imaginer. Cela m'évoque ces histoires où le patron d'âge mûr sauce la petite jeune et secrétaire. Donc je me sens pas du tout bien avec ça. Je pourrais perdre tout ce que j'ai à l'heure actuelle. Et je n'ai pas du tout envie de perdre tout ce que j'ai. Ma thérapeute est la seule personne au courant. Non, c'était pas moi. Ah, C'était pas moi. d'accord. Elle me dit de bloquer son numéro, de plus jamais lui adresser la parole. Enfin bon, je ne peux pas résister, je ne peux pas m'empêcher de le revoir. Elle poursuit son récit, mi-fascinée, mi-horrifiée. On n'a nulle part où aller, on se cache dans des camionnettes, on fait l'amour dans la voiture, dans les salles de cinéma, dans les parcs, il glisse sa main dans ma culotte, dans mon pantalon. J'ai l'impression d'être une ado avec mon petit ami. Bon. Cette impression de revenir à des années de lycée domine très nettement dans les propos. Ils ont couché ensemble une demi-douzaine de fois, au total. Mais ce qu'elle apprécie dans cette histoire, c'est plus de se sentir sexy que d'avoir des rapports sexuels. Elle se trouve en proie au dilemme que connaissent tant de personnes adultères. On ne peut pas durer, mais j'arrive pas à arrêter. Priya ne comprend pas comment elle a pu se mettre dans une telle situation. Elle aussi adhérait à l'idée que l'infidélité était le propre des gens insatisfaits. Mais à mesure qu'elle me vante les mérites de sa vie conjugale, je me dis que sa liaison n'est pas due à un problème de ce niveau-là. Donc dans de pareils cas, vouloir obstinément identifier des failles au sein du couple illustre ce qu'on appelle l'effet réverbère. Alors moi, je me demande tout à l'heure, je dis à Esther, mais c'est quoi l'effet réverbère? Vous savez ce que c'est l'effet réverbère? L'effet réverbère, c'est qu'il y a un sou qui a perdu ses clés. Et il marche dans la rue pour retrouver les clés et il marche en dessous du lampadaire. Et quand le policier arrive et lui demande « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Il dit « Je cherche mes clés, j'ai perdu mes clés. » Et le policier lui dit « Mais vous les avez perdues ici ?» Il dit « Non, je les ai perdues de l'autre côté de la rue. » Et pourquoi est-ce que vous cherchez ici? Parce que c'est ici qu'il y a de la lumière. Ça, c'est l'effet réverbère. C'est-à-dire que si on cherche quelque chose, là où on a tendance à aller voir, on trouvera toujours quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que quoi que ce soit qui se passe dans ce couple à ce moment-là soit la cause ou la raison de pourquoi Priya est partie faire cette aventure qu'elle est en train de vivre. Ça, c'est l'effet réverbère. Et donc Priya a toujours été quelqu'un de sage, une fille très bien, une bonne épouse, une bonne mère, celle qui fait ce qu'on lui dit, genre première de la classe. Elle est dans une famille immigrée indienne, mais enfin elle pourrait être de partout. Chez elle, de quoi ai-je envie? Elle se dit, c'est indissociable de qu'est-ce qu'on attend de moi. Elle n'a jamais fait la fête, elle ne traîne pas dehors le soir, elle a toujours été un peu parfaite, si sage qu'elle se dit, mais peut-être que les gens moins sages se sentent peut-être moins seuls, plus libres, s'amusent davantage. La liaison de Priya n'est ni un symptôme, ni une pathologie, mais une crise d'identité, une recomposition intense de sa personnalité. Et pourtant, elle prend le risque de tout perdre. Les amours interdites sont donc utopiques par nature, en particulier lorsqu'on les compare aux contraintes terre-à-terre du mariage et de la famille. Par définition, les relations adultères sont précaires, furtives et ambiguës. Ce flou, cette incertitude, le fait de ne pas savoir quand on reverra l'autre, serait intolérable dans notre relation principale, bien sûr. Mais dans une relation secrète, en revanche, cela attise le plaisir. Faute de posséder notre amour caché, nous ne cessons de le désirer, car on ne veut jamais ce qui nous échappe,
ce côté inatteignable confère à l'infidélité, sa mystique érotique, tout en nourrissant la flamme du désir. Certaines personnes comme Priya prennent des amants ou des maîtresses qui ne pourraient pas ou ne voudraient pas devenir leur partenaire pour la vie, bien sûr, renforcent cette séparation entre liaison adultère et réalité. En tombant amoureux de quelqu'un issu d'une classe sociale, d'une culture ou d'une génération très différente de la nôtre, nous jouons avec des hypothèses que nous ignorerions en temps normal. L'infidélité promet des vies qui ne pourraient jamais être miennes. Et je finis juste. Chose très intéressante. Très peu d'infidélités survivent à leur découverte. Ça, j'adore. Alors qu'il est permis de supposer qu'une relation pour laquelle on a tant risqué supporterait la transition de l'ombre vers la lumière. Sous le coup de la passion, les amants évoquent avec envie tout ce qu'ils seraient prêts à faire, libres, faire ensemble. Mais lorsque l'interdiction est levée et le divorce prononcé, lorsque le sublime rejoint l'ordinaire et que la liaison entre dans le monde réel, que se passe-t-il? Certains s'installent joyeusement dans la légitimité. Mais l'adultère, ce n'est pas le cas de tous, loin de là. La plupart des liaisons prennent fin quand même quand le mariage est rompu. Les amants ont beau s'aimer véritablement, leur idylle n'a jamais été magnifique, aussi merveilleuse que de rester une belle histoire. Ce à quoi je t'ai dit, il y a des histoires d'amour et il y a des histoires de vie. Et il y a beaucoup plus de gens qu'on peut aimer que de gens avec qui on peut faire une vie. Mais en fait, l'amour qui dure, c'est l'amour qui arrive à se concilier avec une histoire de vie. Et l'infidélité, c'est juste une façon de comprendre c'est quoi cette... qu'on peut vivre toute une histoire, mais cette histoire ne se transpose pas. Ce n'est pas dans le quotidien, rien que ça. Elle ne se transpose pas dans un schéma qui est vie. Erich Fromm, il y a longtemps, disait qu'on a souvent pensé que le plus difficile, c'est de trouver la personne qu'on peut aimer. Quand en fait, le plus difficile, ce n'est pas de trouver la personne, mais c'est le verbe aimer. Et que aimer, c'est un verbe actif qu'on pratique tout le temps et qui n'est pas du tout égal à un sentiment d'enthousiasme et de joie permanent. C'est en fait très difficile de faire durer parce que ça demande de nous de faire toutes sortes d'efforts qui ne sont pas du tout des efforts lumineux et agréables. La phrase que j'ai beaucoup aimée de lui, c'était... où est-ce que je lis cette phrase? Je vais vous la dire en français, mais en traduction de moi. L'amour n'est pas quelque chose de naturel du tout. L'amour demande discipline, concentration, patience, foi et surtout le dépassement de son narcissisme. Ce n'est pas un sentiment, c'est une pratique. Ce qui me fait dire que les relations sont notre histoire. Et moi, je vous invite à écrire souvent et à bien rédiger. Quand vous réfléchissez un petit peu à votre propre trajectoire, et c'est de ça qu'on va parler ensemble aussi, qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous arrête d'aller vers ce que vous aimeriez ou ce que vous cherchez? Est-ce que vous êtes présent pour ceux qui vous attendent? Ou est-ce que vous aussi, vous arrivez à esquiver? Ou est-ce que vous vous manifestez? Est-ce qu'il y a des gens à qui vous devez des excuses? Et est-ce que vous pourriez les faire? Est-ce que vous avez des lettres d'amour qui n'ont jamais été envoyées et qui peut-être devraient maintenant être envoyées? Comment est-ce que vous faites appel à votre moi authentique? Il ressemble à quoi ce moi authentique? Qu'est-ce qu'il vous dit? Et où est-ce qu'il vous prend au dépourvu? Où est-ce qu'il vous trouve dans vos propres mensonges?
Et quels sont les préjugés que vous portez en vous? Et les façons dont ces préjugés deviennent des blâmes et de la honte, qui sont deux émotions qui accompagnent très souvent l'amour. Le but n'est pas uniquement est-ce que j'aime, mais c'est aussi est-ce que je suis aimable? Est-ce que je pense qu'on peut m'aimer? Et cette question-là, elle est une question de valorisation de soi. Et cette valorisation de soi, elle est ensuite liée, est-ce que je suis désirable? Et donc, souvent, on se retrouve dans un schéma dans lequel, moi, je l'avais ce schéma quand j'avais 18 ans, c'était « je voudrais que tu m'aimes, comme ça je peux m'aimer plus ». Vous connaissez ce schéma? Je ne suis pas la seule. Mais ce que je voudrais vous demander maintenant, c'est, on va parler ensemble. Alors, vous savez comment ça commence. Il y a toujours une petite timidité au début, donc vous pouvez toujours dire « j'ai un ami ». J'ai une amie, je connais quelqu'un, on m'a demandé de vous poser la question. Vous pouvez trouver tous les superfuges que vous voulez. Et vous pouvez parler de tout en haut aussi, ainsi que de l'orchestre. À quoi pensez-vous quand vous entendez tout cela? Quelles sont les questions qui vous brûlent? Et on va commencer comme ça et on va voir où ça va nous mener. OK. Alors, avant ça, vous allez juste vous lever une demi-seconde, parce qu'il fait très chaud ici. Il fait très chaud, non? C'est pas moi. Et juste lâcher un tout petit peu, question de ramener de l'énergie dans votre corps pour qu'on puisse ensuite reprendre la conversation. OK. Voilà, crac. On y va. J'écoute. Vous savez, les questions, c'est sur toutes les choses qui n'ont pas été abordées. C'est très simple, il n'y en a pas de mauvaises. Parce qu'on a juste esquissé un petit peu, et puis il y a tous les trous, comme dans un fromage, c'est les questions. OK, on y va. Ouais, il y a des micros qui se promènent? OK. On va aller comme ça. Bonsoir. Oui. Ça fait longtemps que je... Non, il faut mettre le micro tout là, proche. Comme ça? Oui, encore plus. Ça fait longtemps que j'écoute vos podcasts et je regarde vos vidéos. J'ai une question. Est-ce que vous êtes mariée? Est-ce que je suis mariée? Oui. Oui, je suis mariée à Jack Saul, avec qui je vis depuis 35 ans. Il ne faut pas applaudir. Dites, il ne faut pas applaudir, mais vous n'en savez rien de ce qui se passe chez moi. Et il ne faut surtout pas penser que la longévité, c'est la marque du succès. Merci. Je veux dire, on peut être misérable pendant 35 ans. Non, ce n'est pas mon cas. Mais je veux dire, c'est devenu tellement bizarre et tellement étrange qu'on applaudit comme si c'était une sorte de réussite de faire durer. J'ai 2 fils de 22 et 25 ans. Qui, s'ils étaient à Paris, seraient ici ce soir, que certains d'ailleurs connaissent. Et quand on demande à Jack ce qu'il pense de tout ce que je raconte, etc., parce que ça, on lui pose la question régulièrement, il a un jour dit « J'écris the sequel », non, pas la séquelle en français, the sequel, la suite du premier livre ou du deuxième livre. Comment est-ce que j'ai réussi à ce que ma femme écrive un livre sur l'intelligence érotique? Est-ce que je peux vous poser une question en fonction de ce que vous venez de demander? Combien d'entre vous, en fait, ne me connaissaient pas du tout avant d'arriver ce soir? Waouh! Waouh! Magnifique, merci beaucoup. Il y a ceux qui ne savent ni rien... Hein? Merci. OK, on continue. Oui? Bonsoir, j'ai une question. Plus proche de vous parce que je ne pense pas qu'on vous entende. Comme ça, c'est mieux ou pas? Ouais. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas trompé votre mari, si vous n'avez pas trompé votre mari? Ou qu'est-ce qui... Ils ont tourné la plaque. Ou qu'est-ce qui ferait que vous l'auriez trompé si vous l'aviez trompé? Vous savez, j'ai une belle réponse pour vous. Parce que je viens de faire un épisode avec Jada Pinkett Smith et Will Smith. Red Table Talk. Et en fait, à un moment, elle me dit, vous savez, on me pose tout le temps la question, est-ce qu'il y a eu une infidélité dans votre relation avec Will? Et elle répond d'une manière, enfin vraiment, pour moi c'était un plaisir, parce que ça veut dire, elle a lu. Elle me dit,
La réponse est qu'il y a eu plein de trahisons dans notre couple qui sont bien plus sévères qu'une infidélité. Et je pense que c'est ça que ce serait le même message. Je veux dire, l'idée, c'est, je ne connais pas de couple où il n'y a pas de trahison. Ça, il faut quand même avoir un petit peu... Mais les trahisons, ça peut être de l'indifférence, ça peut être de l'ignorance, ça peut être du mépris, ça peut être de la violence, ça peut être... C'est tout ce qui donne à l'autre un sentiment qu'il n'existe pas, qui n'a pas de valeur. Or, je pense qu'une des raisons principales pour être en relation, que ce soit des amis ou des vies amoureuses, parce qu'il faut un village, il ne faut pas une personne, hein, c'est justement de sentir qu'on vit à l'intérieur des autres, qu'on existe à l'intérieur des autres, même quand ils ne sont pas là et même quand nous, on n'est pas là. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand on a 8 mois, un petit bébé, il fait comme ça. Et puis, il baisse les yeux et il se rend compte pour la première fois que le bouchon existe toujours, même quand il ne voit pas. C'est la première fois qu'il réalise que quelque chose continue à être, même quand il ne l'a pas dans sa conscience. Et petit à petit, il commence à faire « coucou ». Et « coucou », c'est « je suis là même quand tu ne me vois pas, et tu es là même quand je ne te vois pas ». Et c'est cette dynamique de cette constance qui permet qu'on puisse partir, qu'on puisse aller ailleurs, mais pas ailleurs uniquement dans l'infidélité, mais c'est le même principe, qu'on puisse aller découvrir et explorer en sentant qu'on a vers quoi revenir, qu'on a un havre vers lequel on peut revenir. Et je pense que pour moi, l'essentiel de la loyauté et de la fidélité, c'est ça. Fidélité a toujours été définie principalement dans une structure patriarcale comme exclusivité sexuelle. Fidélité n'a jamais rien eu à voir avec l'amour jusqu'à récemment. Vous savez ça. La fidélité, c'était pour le patrimoine et pour savoir à quel enfant il doit nourrir. Et en plus, la fidélité n'a jamais eu le même cachet chez les femmes et chez les hommes. Les hommes ont pratiquement une licence pour tromper et les femmes ont encore 9 pays où on peut les tuer à vif. Donc ça n'a jamais été une question égale dans les genres, entre hommes et femmes. Je pense qu'on est à un niveau aujourd'hui où fidélité, à partir du moment où il y a eu d'autres personnes avant, on redéfinit la fidélité. Et la fidélité devient une expression d'un sentiment amoureux, d'engagement primaire par rapport à une personne qui peut être aussi sexuellement exclusive ou pas, selon ce que le couple décide. Selon ce que le couple décide. Et c'est là que ça a changé. Il n'y a plus une structure, sauf pour ceux qui vivent encore sous des structures religieuses et hiérarchiques qui sont très claires là-dessus. Le reste des gens en Occident, aujourd'hui, doivent définir tout ça tout seuls. Et ça, c'est un nouveau défi. Donc, quand on me pose la question, je redéfinis le terme et après, je vous laisse réfléchir. Bonsoir. Vous parliez de schéma tout à l'heure. Que dire d'une personne qui a tendance à dire je t'aime, mais je veux que tu m'aimes comme je suis et je ne changerai pas. Et malgré ça, cette personne sait pertinemment qu'au sein d'un couple, il y a aussi des choix à faire, il y a des comportements à adapter par rapport à l'autre, par rapport à la famille, par rapport à la famille qu'on souhaite avoir, qu'on a constituée. Même si cette personne veut qu'on l'aime comme elle est, parce qu'elle n'a pas envie de changer, parce qu'elle se dit, au début, tu m'as aimé tel que tu m'as connu. Une très belle question. Voilà. Quand vous aimez la question, vous pouvez applaudir. C'est pas facile de te poser des questions, et on en a beaucoup. Je veux que tu m'aimes tel que je suis. C'est d'abord, et un jour tu m'as aimé comme j'étais. D'abord c'est statique, il n'y a pas de mouvement là-dedans. On change. Et ce que tu étais avant, quand notre contexte était différent, avait un autre sens que ce que ça a aujourd'hui. Une personne n'est pas juste une personne en soi. Le sens de ce qu'elle est défini par le contexte et la situation dans laquelle elle vit. Est-ce que je dis ça correctement en français? Hein? Ce n'est pas essentiel, c'est contextuel.
Donc ça, c'est 1. 2, je veux que tu m'aimes tel que je suis, c'est souvent une sorte de notion d'amour inconditionnel. Ça, on l'a pour certains d'entre nous jusqu'à 1 an. Et après, c'est fini. OK ? Donc, c'est une sorte de fantasme régressif dans lequel tu es là pour moi. C'est pas mature, c'est pas ça. Ça, c'est 2. 3, c'est souvent aussi un rapport de pouvoir. Toi, continue à essayer. Toi, tu es actif et tu essayes de me bouger, tu essayes de me reformer, tu essayes de me changer. Et moi, je fais ça. C'est une sculpture. Et plus toi tu fais, et plus tu essayes de me changer, et plus moi je dis « Ah, moi je suis comme ça. Moi je ne bouge pas. D'ailleurs, tu le savais. Tu aurais dû savoir avant. Je ne suis pas responsable de ton choix. Je n'importe quoi. » Mais vous connaissez tous ces dialogues, on les a tous eus quand même, je veux dire. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a 2 choses dans un couple. On n'est pas quelque chose. On est quelque chose parce qu'on répond à quelqu'un d'autre. Et dans un couple, on fait l'autre. Et donc, quand vous êtes avec quelqu'un qui devient rigide, vous pouvez vous dire que vous aussi, vous participez à la construction de sa rigidité. Plus vous essayez de le changer, ou là, plus l'autre ne doit rien faire, parce que vous avez déjà occupé tout le quota actif. Quand on veut changer l'autre, le plus facile, c'est de se changer soi-même. Parce que si vous changez le schéma, l'autre, tôt ou tard, va devoir s'adapter. Si quand l'autre fait ce qu'il fait d'habitude, vous ne réagissez pas de la même manière, mais de façon consistante, tôt ou tard, comme tout le monde sait, quand il n'y a pas de public, il n'y a pas de spectacle. Donc, vous êtes le spectacle, vous êtes le public d'un spectacle de quelqu'un. Et quand vous ne réagissez plus de la même façon, à un certain moment, l'autre commence à se demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Et puis, il y a un espace qui s'ouvre. Pour moi, c'est une des façons les plus pratiques pour débloquer quelque chose. Sinon, je vais vous dire, si vous vous retrouvez pour la 15e fois, si pas la 150e fois, à avoir la même conversation qui commence et aboutit exactement de la même façon, stop it. Je veux dire, ça ne sert à rien. C'est juste, encore une fois, peut-être que cette fois-ci, je vais y arriver, je vais enfin y arriver, mais pas du tout. Plus je fais ça, et plus l'autre devient intransigeant. Mais en fait, dans la dynamique d'un couple, on fait ressortir chez l'autre souvent la chose même qu'on ne voulait pas. Mais c'est nous qui sommes des participants actifs dans ce que l'autre finit par nous renvoyer. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Donc, il ne faut jamais répondre à cette question. Moi, je ne changerai pas. C'est à vous de décider. Vous pouvez décider, est-ce que je peux vivre avec ça, est-ce que je continue, comment est-ce que je m'arrange avec ça, que je m'accommode avec ça ou pas, est-ce qu'il y a des choses plus importantes? Il y a tout un truc à faire dans votre tête. Et ça, c'est les moments où on est seul. Il y a des moments où on discute à deux et il y a des moments où on prend des décisions toute seule. Et c'est des moments très difficiles, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez vivre avec les conséquences de vos décisions. Personne d'autre. J'ai répondu? OK. Est-ce qu'il y a des micros en haut aussi? Oui, mais juste pour savoir. D'accord. Ouais, allez-y. Bonsoir. Je vais essayer de demander en français, s'il me manque un mot, je vais le dire en anglais. Comment on arrive à être vulnérable, de montrer les sentiments sans être trop needy pour que l'autre personne ne perde pas l'intérêt, pour que l'autre personne fasse the chase de temps en temps, don't take for granted. Comment faire ce balance en même temps qu'on se sent safe de démontrer les sentiments? OK. J'ai fait ça à Sydney il y a 2 semaines, enfin la semaine dernière, je crois que c'était. Et c'était vraiment, ça m'a touchée. En fait, quelqu'un a posé une question et les gens ont applaudi. Et je me suis dit, l'applaudissement, c'est pas parce que la question est bien, c'est parce que je me reconnais dans la question. C'est ça qui est important. C'est pas juste, ah, quelle belle question. Non, mais c'est terrible, parce que
Parce que quand on vit cette peur de qu'est-ce que je peux faire pour m'ouvrir, pour être vulnérable devant quelqu'un sans avoir l'impression de devenir un enfant dépendant qui va faire que peut-être tu vas vouloir t'occuper de moi, mais certainement tu ne vas pas me désirer parce que ce n'est pas désirable de s'occuper de quelqu'un comme ça. Vouloir et avoir besoin, ce n'est pas la même chose. To want and to need en anglais. Les Anglais, ils savent faire ça en un mot. En français, il faut des phrases. Mais la question, je peux vous répondre une partie par rapport à vous, mais il y a une autre partie qui fait partie des autres, et ça dépend qui est en face de vous aussi. Si vous avez quelqu'un en face de vous qui a peur à partir du moment où il voit 2 larmes, ou elle voit 2 larmes, le problème n'est pas de votre côté. C'est très simple. Enfin, je dis ça simple comme ça. Comprenez un petit peu. C'est pas dire comment est-ce que je peux m'ouvrir. La vulnérabilité, c'est toujours fragile. C'est toujours quelque chose qui fait peur. C'est toujours risqué. La notion que je puisse être safe et vulnérable, c'est pas quelque chose qu'on a tout de suite. D'office, être vulnérable, c'est un risque qu'on prend. Et on le prend quand on sent que ce qu'on a à dire ou ce qu'on a à offrir vaut quelque chose. Et qu'on n'est pas en train d'attendre de l'autre une valorisation entière. C'est toujours une partie qui dit ce que tu dis là est important ou a du sens. Toute personne, non, je vais le ramener dans la dynamique du désir, de chase, que ce soit homme, femme, toute personne, homo, straight, peu importe. Si je vous pose à vous tous la question, quand est-ce que vous vous sentez le plus attiré par quelqu'un, par votre partenaire, si vous êtes en relation? Qu'est-ce que vous allez me dire? Pas juste sexuellement attiré, mais quand est-ce que je me sens portée vers l'autre? Vous allez me dire quoi? Quand il m'écoute? Quand quoi? Quand cette personne se met en avant? Quand il garde les enfants? Et que je n'ai pas dû demander. C'est ça qui est le plus important. Peu importe ce que l'autre fait, c'est le fait que ça a été fait sans que je doive le redemander parce que l'autre sait que c'est important pour moi ou que ça me fera plaisir. Donc je suis vue, reconnue, etc. C'est surtout ça, ce n'est pas juste un partage de tâches. OK? Oui? Je vais vous dire les 4, vous allez me réfléchir avec moi. Je me sens le plus attirée par mon partenaire ou ma copine, ou peu importe comment vous les appelez, quand l'autre est dans son élément. Oui? Quand il est dans son studio, sur son cheval, sur sa moto, avec les enfants. Les enfants, d'abord, c'est uniquement un truc de femme. J'ai encore jamais entendu des hommes dans une salle me dire « je me suis attirée par elle quand elle s'occupe des enfants ». Ça c'est... Celui-là, c'est le seul, d'ailleurs, qui est organisé au niveau du genre. Mais tous les autres, à travers tous les pays où je suis passée, il y en a des vingtaines comme ça, c'est les mêmes réponses. When the other person is in their element. Et ça veut dire quand il est ou elle est en état de confiance avec elle-même et qu'elle n'a pas besoin de moi. Vous suivez? Les autres, c'est quand il me surprend. Alors la surprend, ça peut être quand elle est vulnérable, parce que d'habitude, elle ne l'est pas. Quand c'est toujours, donc ce n'est pas dans la surprise. Quand il ou elle me surprend, quand l'autre est absent, quand on se retrouve, quand on n'a pas été ensemble, donc tout ce qui fait partie du désir et du languissement de l'absence, etc. Et quand on est avec un tiers et que je me retrouve à voir mon partenaire ou ma copine ou mon copain à travers le regard des autres. Voilà, ça c'est... L'histoire du besoin... je l'ai découvert comme ça, parce que j'ai entendu les gens me répondre systématiquement. Si vous allez vers quelqu'un en disant « j'ai besoin de toi », vous allez éveiller chez l'autre au meilleur l'envie de prendre soin de vous. Mais l'envie de prendre soin de vous n'est pas toujours quelque chose que les gens peuvent concilier si simplement avec l'envie de vous prendre et de vous faire jouir, etc., etc. Ce sont deux émotions qui ne sont pas les mêmes et qui ne savent pas toujours comment s'intégrer l'une avec l'autre au même moment. Donc les gens, et certainement les femmes, ont toujours bien compris quand elles sont désirées et quand elles sont nécessaires. When they're useful and when they're wanted. Comprenez la différence? Ouais, ok. I'm from Holland and I don't speak any French. Okay. So I didn't understand 75%. Did you understand me? A little.
How do you handle, as a therapist, Il y en a when... d'autres qui n'ont rien compris. I'm sorry. Je kunt het in Nederlands zeggen ook. Ik zal het vertalen. Oh, dat is mooi. Je vais traduire du flamand, comme ça, ça ira plus vite. Hoe ga je om als therapeut wanneer een van de partners de kinderen betrekt in huwelijks... Ah, quelle est mon attitude en tant que psy quand je travaille avec des couples dans lesquels un des partenaires recrute les enfants? Elle est bonne. Elle est bonne. Recrute les enfants pour son parti. Yes? On aime ou on n'aime pas? Je vais en prendre plusieurs et on va voir les thèmes. On va un petit peu, allez-y. Je continue. On va en prendre plusieurs. Yeah, allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je voulais vous demander, ça rejoint un peu une question précédente, est-ce qu'être trop communicant, trop transparent dans un couple, c'est mauvais? Ah, ok. Allez-y. On va en faire plus. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai une question un peu concurrentielle. Je vous ai découvert il y a à peu près 7 mois. Et il y a très très récemment, j'ai découvert aussi John Gottman. Et j'avais juste envie de savoir, un peu par rapport à son travail à lui, qui me semble très médicalisé, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, comment par rapport à lui, est-ce que vous voyez, vous traitez le couple? Parce que c'est vrai que c'est une approche qui est quand même très intéressante. C'est bon. Mais assez différente. Mais personne ne sait de qui on parle. Si? Il y a beaucoup de psy et de coach et de tout ça dans la salle? Ok. Ok. Bonsoir. J'ai une petite question. Comment dit-on ce que l'on veut sans que ça ne soit une critique? Ah, une question ça, c'est générale. très bien. Là, on rentre dans l'atelier. Hein? Ok, on y va, encore. Je suis fascinée par la trahison. Vous avez évoqué la trahison. Et j'aimerais bien savoir, parce que la trahison, ça existe dans toutes les relations. Je l'ai vécu moi-même, évidemment. Et pour moi, l'autre côté, c'est comment on peut construire la confiance après. So it's the other side of the coin. Sorry, I'm English. What's the betrayal and comment on reconstruit la betrayal confiance and trust après la trahison? Anyway, how do you make that happen? Okay. Il y a des gens. Oui, allez-y. Allez-y. Je vais crier. Quand est-ce que la routine passe de la stabilité à être un mauvais Quand est-ce que la stabilité devient... quand est-ce que la routine, au lieu d'être un signe de stabilité, devient un mauvais signe? Allez-y. Ouais. Plus fort, plus fort. Bon, allez, on va d'abord prendre un petit peu tout ça, hein, parce que c'est un séminaire, ça. Vous avez toute la nuit devant vous. Moi, une chose que vous allez comprendre parfois dans mes réponses, c'est que si vous me posez une question absolue, est-ce que la transparence c'est bien ou est-ce que ça... Je vais toujours vous dire c'est les deux. Tout dépend du contexte. Donc, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est comment réfléchir de façon écologique, en fait, plutôt que de façon de principe.
Vous aurez tous entre vous des relations dans lesquelles, dans certaines relations, vous avez été celui qui poursuit, et dans l'autre, vous avez été celui qu'on poursuit. Et des relations dans lesquelles tout s'est dit, et des relations dans lesquelles il y avait beaucoup plus d'opacité. Donc, je pense que plutôt que de penser est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, c'est plutôt d'abord qui suis-je, qu'est-ce qui me convient, avec qui est-ce que je me trouve. Et peut-être que si moi j'ai besoin de parler de plein de choses, mais que je suis avec quelqu'un que ça n'intéresse pas, alors il vaut mieux aller trouver d'autres personnes avec qui avoir ces conversations. Voilà, ça c'est déjà... c'est-à-dire que parce que sinon, je me suis dit que c'était important. Toi, tu n'es pas quelqu'un qui aime parler. Je te demande comment c'était, tu me dis que c'était bien. Comment était la conférence? Bien. Qu'est-ce qui s'est dit? Je ne sais plus. Enfin, elle a parlé différents... Vous connaissez, c'est la personne qui résume en trois mots, et puis l'autre qui vient et qui dit « mais tu ne sais pas », et puis après, et puis... Bon. Vous vous retrouvez, vous, avec quelqu'un comme l'autre. Le schéma, il est soit... je sais que je suis avec quelqu'un, ce n'est pas comme ça que cette personne communique. Elle a un autre langage que moi. Demander des détails, ce n'est pas ce que je vais recevoir. Donc, je peux maintenant soit commencer 10 ans de « pourquoi tu ne parles jamais ?» Et après, je vais poser la question, comment est-ce que je demande ce que je veux sans être critique? Ou alors, je réfléchis une minute, je me dis, c'est vrai que j'ai besoin de ça, mais je ne suis pas Moïse au rocher. Et je peux taper, il n'y aura pas d'eau. De temps en temps, il y aura, et puis quand il y aura, je vais dire, mais tu l'as fait pour moi. Hein, tu ne l'as pas fait parce que tu voulais. Tu as juste fait pour me faire plaisir. Il n'y a pas d'issue là-dedans. Et tout le monde connaît ces schémas. You did it just because I asked you. Why else? Je veux dire, si ce n'est pas pour ça. Je veux dire, quand l'autre fait déjà parce qu'on a demandé, qu'au moins on ait l'intelligence de dire merci. Je sais que tu le fais pour moi et que tu ne le ferais pas parce que tu as... Donc, je relis en fait le tout. Et si on veut après, je suis avec quelqu'un qui ne parle jamais, mais j'ai un de mes enfants avec qui je peux vraiment avoir une conversation. Là commence le recrutement. Ça, c'est, toi, tu vas être mon soutien affectif que je ne retrouve pas chez celui ou chez celle avec qui je voulais l'avoir. Et on a tellement en commun, toi et moi. Ça, c'est du vrai recrutement. Ça, c'est du recrutement que j'appelle en anglais « it fucks you up ». C'est du mauvais recrutement, mais on le connaît, et ceux d'entre nous qui avons été recrutés pour ce rôle avec nos parents, on le connaît tous très très bien. Il n'y a pas une personne qui sait qu'elle a été recrutée qui n'en est pas consciente. On le sent, même si ça n'a jamais été dit. Et quand je vous ai dit au début de la soirée, il y a le trop et le trop peu, les recrutés, c'est les trop. Vous suivez ce que je suis en train de vous dire? Ceux qui ont été recrutés, c'est ceux qui ont eu trop. Ils ont eu trop d'importance. Ils ont eu accès à quelqu'un sans qu'il y ait une porte. J'ai une plateforme de formation digitale où je forme avec des psys et des coachs dans tout ce qui est relations et sexuelles. Et le 13 septembre, mes invités seront John et Julie Gottman. Donc, ceux qui veulent voir notre conversation entre eux et moi, voilà l'occasion. Mais une des différences, et c'est probablement ce qui va relier la question sur l'incompatibilité sexuelle, absolument, je sais qu'il y a des incompatibilités sexuelles. C'est évident. Qu'est-ce qu'on fait avec? C'est pas la même chose. Ça, c'est déjà une autre question. Est-ce que c'est important? Quand le sexe est bon dans un couple, c'est 15%. Quand le sexe ne va pas dans un couple, c'est 75%. J'allais dire 75, mais je me serais trahie. C'est-à-dire quand quelque chose est bien, ça s'intègre dans le reste du tissu relationnel et on le vit bien. Mais quand ça devient un problème, c'est une épine sur laquelle on est tout le temps en train d'essayer de s'accommoder ou de ne plus s'accommoder. Donc, dans la vision d'abord de Gottman et des gens qui font partie de tout le mouvement sur l'attachement et sur la sécurité comme moteur essentiel du couple, moi je dis oui, mais pas pour tout.
Oui, mais certaines choses. La sécurité ou le safety dont vous parlez avec la vulnérabilité est essentiel. Si on n'est pas sécure, si le petit gamin ici n'est pas sécure, il ne va pas aller explorer et découvrir. Ou elle. On ne peut pas. On doit pouvoir avoir une connexion sûre pour pouvoir partir. Mais c'est en partant qu'on découvre l'énergie érotique de la vie. La découverte, la curiosité, elle est de ce côté-là. Elle n'est pas dans la sécurité elle-même. C'est la base, c'est la condition, mais ce n'est pas l'aboutissement. Les gens des autres approches pensent que toute incompatibilité sexuelle est en fait un problème relationnel et que si on change la relation, la sexualité reviendra d'elle-même. Si je vous disais ça pour des musiciens, personne n'accepterait ça. Il y a des musiciens qui jouent bien ensemble, qui savent improviser ensemble. Je suis avec Elsa pour la première fois, on se connaît depuis 2 semaines et on fait ce truc et on le sent bien, on est à l'aise toutes les deux, mais il y en a d'autres avec qui ça ne se passera pas. Et personne ne va questionner ça. Mais quand il s'agit d'incompatibilité sexuelle, on questionne. Pourquoi ? Il y a des musiques, il y a des vocabulaires, il y a des choses qu'on sait bien faire avec quelqu'un et d'autres qu'on ne sait pas faire avec quelqu'un. Le problème, c'est que souvent, il y a des gens avec qui on vit très très bien, avec qui on fait très mal l'amour. C'est terriblement douloureux. Et il y a des gens avec qui on fait terriblement bien l'amour, il vaut mieux ne jamais vivre avec eux. C'est ça le... OK. Comment est-ce qu'on demande sans être critique ? À partir du moment où la phrase commence avec « toi » ou « tu », vous êtes déjà mal parti. C'est très clair. Tu, jamais, tu ne fais pas, et que vous dites ce que l'autre fait de travers plutôt que ce que vous aimeriez, vous êtes dans la critique. Et quand vous êtes dans la critique, toute personne, quand on est critiqué, on se défend. C'est comme ça, c'est normal, c'est dans le cerveau, on va se défendre. Et quand je me défends, soit je me défends en te critiquant de retour, soit je me défends en m'éloignant, soit je me défends... Enfin, il y a toutes sortes, on peut faire un éventail de toutes les défenses. Mais c'est très difficile, parce que quand les gens viennent, par exemple, chez moi, ils ont déjà été gentils pendant longtemps. Maintenant, ils sont plus gentils, mais ça n'a pas commencé hier. Donc, c'est facile de dire à quelqu'un « tu es critique », mais c'est souvent, retour à la même chose que je vous ai dit, comment est-ce que l'autre a fait de vous quelqu'un qui critique tout le temps ? Plutôt que de dire « je suis où il est, où elle est une personne qui critique ». Comment est-ce que l'autre a réussi à ce que vous ne pouvez plus rien dire qui soit gentil ou positif ? Qu'est-ce qui s'est passé dans la dynamique ? Comment est-ce que chacun a créé l'autre ? Là, on commence à voir des vérités. Plutôt que de penser que chacun est arrivé comme ça. Tout fait sur mesure. OK. Et la routine, la stabilité, c'est la même chose. À partir de... Écoutez, je vais vous le répondre comme ça, ce sera peut-être une belle manière pour terminer, et après je donne la parole à Elsa. La question sur est-ce que la routine, c'est de la stabilité ou est-ce que la routine, c'est comment est-ce qu'on dirait ça en français? Deadness. Non, ça ne tue pas nécessairement l'amour, mais c'est mortel. C'est mort de l'intérieur. C'est une mort intérieure, en fait. C'est-à-dire que je pense vraiment ce que j'ai dit au départ, et ce que Khalil Gibran a écrit, c'est qu'on a tous un besoin de sécurité et on a tous un besoin d'aventure. On a un besoin de stabilité et on a un besoin de changement. Tout organisme, toute relation, toute personne, toute chose dans la nature est dans un processus d'autorégulation entre ces deux besoins. Si on est tout le temps dans la stabilité et qu'il n'y a pas de nouveau, on se fossilise et on meurt. On reste ensemble, ça, ce n'est pas un problème, mais on meurt. Si on est tout le temps dans le changement, tout le temps dans le nouveau, tout le temps dans le mouvement, on se dérégulise et on est dans le chaos. Et on est tout le temps dans cette recherche des périodes de notre vie où on fait plus l'un, des périodes de notre vie où on fait plus l'autre. Mais on a besoin des deux. Il y a des relations qui ne sont pas mortes et il y a des relations qui sont vivantes. Et ce n'est pas la même chose. Vous suivez ? Tu avais quelque chose à lire? Non. Ah, non? On n'a plus de texte. OK. On n'a plus de texte. Donc, on vous dit merci. Merci. Mais je peux dire que
C'était une tentative, c'était la première fois qu'on faisait ça ensemble. C'était une sorte d'improvisation, un happening aujourd'hui. Et ça nous a donné envie d'approfondir et de choisir d'autres textes pour une prochaine fois. On a plein de textes pour la prochaine fois déjà. Et si vous voulez continuer à être en conversation avec moi, parce que je sais qu'il y avait encore plein de choses à discuter, estherperel.com, sur tous les réseaux que vous voulez, et surtout le programme que j'ai qui s'appelle Rekindling Desire, qui est en fait cette question de qu'est-ce qui est incompatible, reste incompatible, et quels sont les ponts qu'on peut en fait créer ensemble. Donc ce n'est que le début d'une conversation et j'espère qu'on se revoit. Merci.